Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anthony Bras-Maestroni. Bonjour Anthony. Salut. Salut. Alors Anthony, c'est déjà la troisième fois que l'on se croise derrière la caméra. La première fois, c'était micro. Oui. La deuxième fois, c'était la conférence. Là, avec interview, ensuite avec voilà, Guillaume. Guillaume et Sébastien. Moi, c'était Guillaume qui avait participé à l'interview. Là, on se retrouve pour continuer un petit peu à signaler cette importance de parler de l'hyper-électrosensibilité. Et surtout, tu nous reviens d'un petit séjour qui se voulait reposant. Oui. Dans l'espoir de trouver des zones blanches, des zones au moins allégées. Oui. Gris clair, entre gris clair et gris foncé. Et ça a été plutôt un parcours du combattant. Oui. Et c'est une des raisons pour laquelle on est là, ici, pour en parler. Ouais, on est d'ailleurs dans le camping-car que j'ai utilisé pour ce périple de 2 mois. Et donc on est dans le Lot, chez moi. On a voyagé jusqu'en Haute-Savoie. Et ensuite on est passé par la Suisse, l'Italie, qu'on a pas mal sillonné jusqu'à la moitié à peu près, entre le nord et le sud. On a fait toute la moitié nord. Et c'est très dur de trouver des zones préservées aujourd'hui. C'était un peu l'expérience de ce voyage-là, même si le voyage avait plein d'autres raisons pour se faire, mais quitte à partir et prendre la route, plein d'électro-hypersensibles finissent par quitter leur logement et prennent la route. Et moi je voulais tester aussi, voir comment on pouvait vivre sur la route. Et aujourd'hui, le constat il est que le territoire est tellement quadrillé par les antennes relais que quand on s'éloigne d'un émetteur, on se rapproche d'un autre émetteur. Alors, on fait un petit peu la piqûre de rappel. C'est vrai qu'aujourd'hui, être hyper électrosensible, ce n'est pas une spécificité de certains illuminés isolés dans le Lot ou ailleurs. C'est aussi malheureusement un état de fait organique d'une grande partie de la population, même si ce n'est pas identifié en tant que tel. Alors, juste sur les chiffres, pour les gens qui nous découvrent, qui n'ont pas écouté les premières interviews et qui ne connaissent pas forcément la pathologie en elle-même, l'électro-hypersensibilité est une pathologie clairement reconnue par l'OMS, par l'ANSES en France, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc qui est la référence officielle administrative. Et ces gens-là qui font tout pour, de mon point de vue, minimiser l'impact des champs électromagnétiques, assument depuis au moins 2018 que nous sommes autour de 5% d'électro-hypersensibles en France, ce qui signifie plus de 3 millions de Français. La question c'est comment on évalue ce 5%, et là ça reste très très flou et très difficile de savoir, parce que il y a des électro-hypersensibles qui se sont fait reconnaître par un médecin qui est habitué à reconnaître une électro-hypersensibilité. Certains ont même une pension de handicap parce qu'ils sont dans l'incapacité de continuer un travail, une activité professionnelle. D'autres, c'est mon cas, ont acquis la conscience d'être électro-hypersensibles, mais ont fui tout ce qui est administratif pour plein de raisons et ont trouvé d'autres astuces pour continuer à subvenir à leurs besoins sans être pollués par les ondes. Mais donc je pense que les gens comme moi, et on est nombreux, ne peuvent pas apparaître dans une statistique. Et puis il y a tous ceux qui sont électro-hypersensibles, qui en souffrent tous les jours et qui ne savent même pas que c'est les ondes qui les font souffrir. Donc la statistique est très facile à remettre en question, la difficulté étant d'apporter une autre statistique, parce qu'on n'a aucun moyen de quantifier l'ampleur des dégâts. Alors, le point de départ aussi, on va le remettre un peu en avant. Donc, on est ici à l'INAC, on est chez toi. Il y a quelques années, une antenne relais s'est vue poindre non loin de chez toi. Non, on est à peine 800 mètres de cette antenne. Donc, on la sent bien, hein. Même si certains vont dire fake, illusoire, invisible, etc. Effet nocebo. Ouais. Voilà, c'est qu'on peut très bien explicitement dire qu'on la sent bien, que l'on soit hyper ou électrosensible, il y a toujours quelque chose dans le corps qui peut s'opérer. Alors moi je veux juste faire un rappel, pour ceux qui nous découvrent encore une fois, parce que je me répète beaucoup, et il ne faut pas m'en vouloir, mais vu que le message passe pas, à un moment donné il faut le répéter.
tout être vivant sur cette terre, végétaux, animaux, humains, est électrosensible. Parce que tout fonctionne, toute la biologie organique fonctionne par des courants électriques. Il y a de l'électricité absolument partout, dans tous les végétaux, dans tous les animaux. Au niveau cellulaire, il y a des phénomènes, il y a des particules qu'on appelle des ions qui sont chargés électriquement et qui se déplacent, donc il y a des courants. Le cœur est activé par des courants électriques, le cerveau c'est de l'électricité, tout le système nerveux c'est de l'électricité qui véhicule les informations. Nos capteurs sensoriels, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, il y a de l'électricité à chaque fois dans ces phénomènes-là. Donc un phénomène électromagnétique va nécessairement avoir une influence, qu'elle soit positive ou négative, de grande amplitude ou de faible amplitude. Ça va avoir un impact sur un autre phénomène électromagnétique qui est la biologie. Donc on est tous électrosensibles. Après, il y a différents degrés de sensibilité et l'hypersensibilité, c'est le moment où on s'en rend compte, le moment où on perçoit l'antenne, le téléphone, tout ça, quoi. À partir du moment où on en prend conscience, c'est ça? Oui. C'est la prise de conscience de par le biais d'un ressenti physique. Alors certains, comme je le disais, n'ont pas réussi à conscientiser ça parce que justement, il y a un tel déni et une telle chape de plomb sur le sujet que certains vont quand même percevoir. Ils vont avoir des symptômes à chaque fois qu'ils ont le téléphone à l'oreille, mais ils vont jamais faire le lien avec le téléphone. Donc, voilà. Voilà, c'est aussi rappeler que le nuage s'est arrêté à la frontière. C'est ça. C'est ça, c'est de toute façon, si on décide d'être dans le déni, on ne va pas forcément ouvrir le spectre aux symptômes et au champ des possibles. Moi, ce que j'aime, comme je t'avais transmis un petit peu dans le message, ce que je transmets en général comme information, c'est comme une allergie. Aujourd'hui, les allergies, c'est vraiment compris, entendu, encore plus avec la dimension des intolérances. Et finalement, c'est un peu comme une allergie, c'est-à-dire que cette information électromagnétique va perturber peut-être davantage certains organismes que d'autres. Aujourd'hui, l'allergie, elle est reconnue et chacun va y faire attention. Si on dit à ses amis, je suis allergique à tel aliment, logiquement, si les amis sont sympas, ils ne vont pas servir l'aliment en question. Après, ça dépend des amis aussi. Ça dépend des amis, mais les amis ont beaucoup plus de facilité à supprimer un aliment ou quelques aliments quand on se fait un repas ensemble, beaucoup plus de facilité sur la cuisine que pour éteindre leur téléphone ou le wifi d'une box. Bon, ça c'est une parenthèse. Et la deuxième que je voulais faire en réaction à ce que tu dis là, c'est que récemment je vais faire des courses sur Figeac et la caissière était en train de se moucher, le nez complètement encombré. Elle me dit « Vous avez de la chance de ne pas être allergique au pollen ». Et je lui dis, vous avez de la chance de ne pas être allergique à votre téléphone et à votre caisse connectée, parce qu'en fait, moi je le ressens en passant et je me fais discret et petit à chaque fois, alors que en fait je devrais pas, je devrais l'afficher, mais on n'a pas toujours envie non plus de... J'ai été confronté à une situation avec cette antenne relais qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui m'a fait prendre la parole publiquement. J'ai pour autant pas du tout l'envie de sortir de chez moi avec une pancarte je suis électro-hypersensible, merci donc, de couper vos téléphones. C'est aussi cette réflexion, comme tu dis, de ne pas se trimballer avec la pancarte, en effet. Mais c'est important aussi de rappeler que nous sommes dans un monde hyper connecté et encore plus avec tout ce qui se passe au point de vue de l'IA. Toute cette présence cette omniprésence de la domotique dans les habitats. Mais on va surtout revenir à ton voyage dans les zones gris-blanches qui s'est avéré en zone compliquée. Plus grise que blanche en fait. Bon déjà en fait j'ai été dans le camping-car tout le mois d'octobre et novembre. On a voyagé pendant 2 mois dans ce camping-car et en fait, je sortais d'une période très très difficile au niveau de ma santé. On s'était vu au mois de juin, la dernière interview c'était le mois de juin, et ça allait encore plutôt bien. Disons que pour faire simple, j'ai senti l'antenne relais voisine avoir un impact sur ma santé à partir de novembre 2023, soit on va dire 8 à 9 mois après le début de son activation.
Pendant les 6 premiers mois, c'est comme si elle n'était pas là, elle rayonnait tellement faiblement que je ne l'ai pas perçue. Et à partir de novembre 2023, j'ai commencé à avoir des symptômes d'électro-hypersensibilité plus forts. Parce que comme j'étais dans une zone très préservée, gris très très clair, presque blanche aux yeux de la préfecture, ce qui n'était pas le cas d'un point de vue énergétique. Ouais, et puis même scientifique, on faisait des mesures, il y avait quand même des ondes. On avait un téléphone, on captait, on avait du réseau, donc on n'était pas en zone blanche. Mais la préfecture nous a classé zone blanche pour justifier l'antenne relais. Moi ici, j'ai retrouvé une santé excellente, ce qui fait que quand je sortais de ma zone de confort, j'arrivais à supporter finalement les téléphones portables des uns et des autres, la caisse connectée au magasin, tout ça, j'y arrivais. Fallait pas que j'y passe 1 heure, mais j'y arrivais. J'ai commencé à partir de novembre 2023 à sentir que j'y arrivais de moins en moins, que quand je croisais des gens avec des smartphones activés, rapidement j'avais des vertiges, et puis sur une exposition un peu plus longue, des maux de tête, et je me suis dit, ça me le faisait plus, tiens, ça me le refait. Donc en décembre 2023, j'ai refait des mesures de ma voisine, de mon antenne, et je devrais pas dire mon antenne d'ailleurs parce que c'est pas la mienne. Pas d'appropriation. Absolument pas. L'antenne qui est à côté de chez moi. Et là, j'ai vu que les valeurs, voilà, l'allumage, je crois qu'on en avait on l'avait déjà évoqué ensemble. L'allumage d'une antenne relais se fait de façon très progressive, et j'arrive pas à avoir de confirmation de la part des opérateurs télécoms, mais mon sentiment, c'est que s'ils allumaient tout d'un coup, ça se verrait, les gens tomberaient massivement malades autour d'une antenne relais qui vient de s'activer. Donc là, on a eu, disons, 1 année et demie de montée en puissance de l'antenne. Moi, à partir de novembre 2023, je me sens pas bien. Mars 2024, je suis mal physiquement, et je finis par investir, par acheter cet appareil de champ magnétique pulsé que j'avais testé au préalable et que je cite dans mon livre, Suicide connecté, finalement comme étant une béquille, un outil pour aller mieux, pour traverser cette pollution. Et donc mars 2024, je commence tous les jours un protocole à base de champ magnétique pulsé, donc des ondes, mais à certaines fréquences, à certaines intensités, et sur une durée d'exposition de 20 minutes par jour, qui me permettait, moi, de garder une vitalité plutôt bonne et de me sentir bien. Juin, on s'est vu, et à partir de fin juin, j'ai replongé, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal, et je considère qu'à partir de début juillet, les champs magnétiques pulsés que je faisais n'avaient plus assez d'effet, comme si mon corps s'y était habitué. Et c'est tout le problème d'un traitement sur le long terme. Finalement, au bout d'un moment, il faut augmenter la dose. Et donc au mois de juillet, j'ai été joueur, j'ai fait quelques expériences sur moi-même. J'ai essayé de passer de 20 à 40 minutes par jour, voir si ça passait. Et effectivement, ça allait mieux. J'avais des semaines où j'étais très fatigué, très irascible, avec beaucoup de vertiges. Je me faisais quelques jours à 40 minutes par jour de champ magnétique pulsé, et ensuite je repartais pour une semaine où j'allais bien. Sauf que là, il y a un problème de dose où, à force, le thérapeutique peut devenir dangereux. Donc j'avais pas envie de me bouffer la santé avec ce qui était censé me faire du bien. Donc j'ai complètement arrêté les champs magnétiques pulsés pour pouvoir revenir dessus ponctuellement. Ce qui m'a permis de travailler jusqu'à fin septembre, avant ce voyage qui était prévu, déjà de longue date. Mais quand je suis parti, autant dire que j'étais sur les rotules, que j'étais pas bien. Et j'espérais trouver des zones blanches en camping-car, et là ça a été très compliqué. Puis en camping-car, et de manière générale en van, en camion aménagé, qu'importe, quand on est nomade, on a régulièrement besoin d'aller chercher de l'eau, on a besoin de rouler pour recharger les batteries, parce que pareil, j'avais pas de photovoltaïque sur le toit du camping-car pour ne pas me payer aussi des rayonnements à cause de cette installation-là. Donc il fallait que je roule pour recharger ma batterie. Il faut vidanger les toilettes. Enfin bref, on est sans cesse obligé de revenir à la civilisation, entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup d'espace de stockage, donc il faut faire les courses pour se nourrir régulièrement. Bref, on a toujours besoin d'être au contact de la civilisation. Et ça a été très compliqué. Mais je suis parti avec un remède homéopathique, et j'ai commencé pas à suivre un protocole parce que c'était, on va dire, expérimental. J'ai engagé quelque chose, un travail à partir de début octobre avec de l'homéopathie, et j'ai poursuivi ce travail-là en rentrant de voyage au mois de décembre.
Et alors, je tiens à dire que je ne vais pas vous donner le remède ou les remèdes que j'utilise. En plus, ce sont des remèdes homéopathiques, donc c'est adapté. Voilà, c'est de l'homéopathie uniciste. Et c'est important, c'est donc adapté à la personne et pas à la pathologie, ce qui veut dire que quelqu'un d'électro-hypersensible qui nous écouterait ne doit surtout pas se dire je vais prendre son remède qui l'a aidé et je vais aller mieux. C'est pas le cas du tout. Moi, ça m'a fait du bien et on a joué sur des dilutions, sur plusieurs dilutions d'un même remède. On est même allé sur 2 remèdes au final. Et on a trouvé, alors je me suis payé aussi des crises, c'est-à-dire des réactions symptomatiques du fait du remède qui relâchaient les symptômes, mais ce qui était plutôt un bon signe qui montrait qu'on avait trouvé le bon remède. Et in fine, à partir de il n'y a pas si longtemps, on est au mois de mars 2025, j'ai récupéré une vraie résilience finalement, comme quand j'étais dans cette zone quasi blanche où il n'y avait pas d'antenne, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui faire cet entretien dans le camping-car à moins de 800 mètres de l'antenne qu'on mesure ici à des pics élevés, alors que dans ma maison qui est en contrebas, on n'a pas les mêmes pics. Bon, j'avoue que n'ayant pas suivi de traitement homéopathique complémentaire, ayant moi-même des difficultés avec l'hypersensibilité et ces petites choses qu'il y a derrière moi, j'ai très chaud. Et pour mon cas, bon, les symptômes sont différents que pour toi aussi, mais je suis dans un état physiologique. Là, pour le coup, moi, c'est une hyperthyroïdie qui est amorcée par l'antenne, et je le sens aussi. Donc, c'est important de pouvoir aussi garder à l'esprit que les symptômes sont variés d'une personne à une autre aussi. Et ça participe au discrédit de l'électro-hypersensibilité et à la stratégie du doute qui est employée par l'industrie des télécoms, c'est-à-dire que plusieurs facteurs environnementaux, pas que les ondes, la chimie de synthèse, l'alimentation, l'eau, la qualité de l'eau, plusieurs facteurs environnementaux vont amener plusieurs symptômes et du coup être capable d'identifier que c'est les ondes qui me donnent tel symptôme, c'est hyper complexe. Et puis d'une personne à l'autre, c'est pas les mêmes symptômes. Donc dire, voilà, vous êtes EHS, c'est très compliqué. Sauf que le test pour le faire, j'imagine, on en a déjà parlé, que tu as déjà pu faire ce genre d'expérience, mais mettez-vous hors onde, mettez-vous dans un environnement complètement préservé, un cocon, sans électricité, sans télécommunication. Voyez comment votre biologie se comporte, et puis vous rebranchez tout comme avant. Et là, vous allez voir tous les symptômes qui reviennent, en fait, et qui sont la démonstration que ce facteur environnemental agit sur vous en prépondérance ou pas par rapport à d'autres facteurs environnementaux, mais qui, en tout cas, participe à votre état de mauvaise santé. Alors, ça pourrait être intéressant. Tu as de quoi tester. J'ai un acoustimètre là ici que je peux montrer, que j'utilise régulièrement parce que j'en ai pas fait un métier, mais je suis pas devenu diagnosticien en pollution électromagnétique, déjà parce que c'est pas facile de traverser cette pollution. Maintenant, je me suis équipé pour pouvoir faire de la mesure quand même sérieuse et savoir de quoi je parlais. Maintenant, le piège de ce genre d'appareil, c'est que il y en a qui se baladent avec et qui voient leur niveau de rayonnement et qui du coup se disent ah là je vais me sentir mal et qui donc amplifient leur et ça amplifie nécessairement la réaction symptomatique, ce qui fait qu'on est facilement ensuite traité de psychosomatique, d'effets nocebo, parce qu'effectivement quand on est attentif à son corps, le symptôme s'exprime d'autant plus. Moi disons que ça je l'utilise déjà pour vérifier après un symptôme. Une fois que j'ai ressenti quelque chose, je vérifie quelle est la valeur qui me fait ressentir ça. Et je l'utilise pour nettoyer des domiciles, finalement, aider des personnes qui sont ou qui ne sont pas électro-hypersensibles à identifier les zones dans lesquelles elles vont passer beaucoup de temps en étant, malheureusement, sans le savoir, exposées à des champs importants. Voilà. Sur ton circuit de recherche de zones neutres, ouais. on va arrêter zones blanches ou autres, parce qu'on a très bien compris que des zones blanches, aujourd'hui, c'était compliqué, voire quasi impossible, ou du moins en Europe. Est-ce que tu as pu trouver des zones qui t'ont permis
de souffler un peu. Oui. En plus du complément homéopathique. Oui, complètement. Alors, il y en a. Dans les montagnes, dans les forêts, plutôt en fond de vallée. Donc dans des endroits, j'ai voyagé encore une fois en octobre et novembre, des endroits où l'automne, l'hiver, il fait froid et humide. Donc notamment en camion comme ça, où l'isolation, moi mon travail c'est de faire de l'isolation et des enduits. Donc j'ai l'habitude de vivre dans une maison très bien isolée. Là dans le camping-car, c'est pas le cas et l'hiver est très 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 désagréable. On parlait avant de démarrer cet entretien, et on va certainement en reparler encore, de la civilisation du confort. Autant dire que là, c'est des conditions de vie qui ne sont pas du tout confortables. Même si on se sort des ondes et qu'on récupère quelque chose de très très agréable, parce qu'on a la rémission des symptômes, des maux de tête, des insomnies, des palpitations cardiaques, des vertiges et compagnie. Malgré tout, on a froid, il fait humide, en plus dans une coque en plastique, il fait humide quoi qu'il arrive. Donc c'est pas une vie agréable. Et bon, pour l'été, la saison estivale, je suis convaincu que ça peut être des endroits très très sympas à vivre en camion. L'hiver, ça devient compliqué en fait, parce que là ici, j'ai eu la mauvaise idée de m'installer sur une crête qui n'était pas polluée à l'époque, mais on est sur une crête, donc forcément le mât va pousser sur la crête pour arroser tout autour à 360 degrés. Voilà. Tu es parti en famille. On ne l'a pas abordé jusque-là. Peut-être ne souhaites-tu pas aborder ce côté-là. Tu as 4 enfants. Est-ce que dans tes 4 enfants, tu as observé des symptômes d'électrosensibilité ou d'hyper-électrosensibilité? Alors, je suis pas en capacité de dire si c'est de l'électro-hypersensibilité, en ce sens où j'ai pas fait j'ai pas cherché à me démontrer que c'était les ondes qui participaient ou pas à certains états émotionnels. Maintenant, sur mes 4 enfants, je décèle de l'hypersensibilité qu'on va qualifier d'émotionnelle, de l'hypersensibilité à des degrés différents, mais chez les 4. Et là, c'est pour ça que moi, je veux bien en parler et parler d'hypersensibilité, parce qu'en fait, le remède que j'ai pris, qui a le plus fonctionné en homéopathie, me concernant, n'est pas un remède pour l'électro-hypersensibilité. C'est un remède qui agissait plus sur ce qu'on avait compris de mon hypersensibilité globale. Et ce qui ressort de pas mal de travaux, Furstenberg, que je cite abondamment, en parle, et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, il est décédé il y a moins de 2 semaines, Arthur Furstenberg, l'auteur de L'Arc-en-Ciel invisible, que je voulais saluer aujourd'hui. Les électro-hypersensibles, comme les chimico-sensibles, comme la plupart de ceux qui ont une allergie, en fait, les intolérants au lactose, au gluten, finalement, la plupart relèvent d'un morphotype qui est plutôt fin, nerveux. Et donc plutôt hypersensible de manière... On pourrait faire une case hypersensible. Et ensuite... Dans cette case-là, il y en a qui seront plus sensibles aux ondes qu'à la chimie, d'autres plus à la chimie qu'aux ondes, d'autres qui seront sensibles à la chimie et aux ondes. Moi, je sais que les produits laitiers et le gluten me font des réactions inflammatoires assez importantes, et je le savais déjà avant de conscientiser mon électro-hypersensibilité, donc j'y faisais attention. Mais pour moi, c'est un tout, et mes enfants sont assez sensibles au gluten et aux produits laitiers, sont plutôt de nature hypersensible, parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la génétique, il y a un morphotype, il y a quelque chose qui est dans l'identité biologique, qui va faire une facilité à être atteint ou pas par les ondes. Tu parlais d'intolérance au lactose ou au gluten, pour ne citer que, même si on connaît le panel qui est quand même assez vaste. Aujourd'hui, on sait par exemple que les vaches qui fournissent le lait, qui sont principalement normandes, bretonnes, voilà, qui sont principalement sur cette côte
sur ces bases-là, sont relativement quadrillées par une surabondance d'ondes électromagnétiques. Partout. Voilà. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire, mais on le sait quand même, c'est visible, hein, même si on le met en doute. Il suffit ne serait-ce que là pour le coup, Google Maps, regarder le spectre un petit peu en dessous. Et est-ce que on peut observer aussi sur le plan biologique une incidence entre la présence de ces surexpositions à ces ondes et la production de ces pauvres vaches qui finalement va abonder dans le sens de l'intolérance au lactose? J'en ai pas la démonstration rationnelle, scientifique, j'ai rien lu là-dessus, mais le raisonnement ne me semble pas dépourvu de sens, parce que ce qu'on sait, et là de manière scientifique et incontestable aujourd'hui, c'est que l'exposition aux champs électromagnétiques amène des mutations génétiques au niveau des tissus, au niveau de l'ADN, au plus profond des cellules. On a des mutations chez tous les êtres vivants du fait de notre exposition aux champs électromagnétiques. Donc, est-ce que le lait d'une vache qui a été exposée contient en lui-même des mutations, donc des informations qui n'étaient pas prévues dans le vivant tel qu'il s'était développé sur Terre dans des conditions naturelles? Et du coup, nous qui sommes des êtres biologiques adaptés à un environnement naturel, le fait d'ingérer des produits laitiers qui ont peut-être subi des modifications génétiques à cause de l'environnement, je pense qu'on n'est pas prévu pour recevoir ça. Donc ça doit provoquer encore plus, mais sur les produits laitiers, aujourd'hui, quand on achète une brique de lait de vache, comme tu étais parti sur le lait de vache, c'était l'exemple, mais quand on achète une brique de lait de vache, de ce que j'en avais lu, dans une brique, il y a mélangé du lait en provenance d'en moyenne 1000 vaches. Parce que c'est fini l'artisan qui remplit ses bouteilles de lait au pied de la vache. Maintenant, tout est mélangé, pasteurisé. Donc déjà, la pasteurisation vient supprimer les ferments lactiques qui permettent la digestion du lait. Donc on est sur un lait qui est indigeste. Et en plus de ça, il contient déjà, sans parler de pollution environnementale, les informations génétiques d'un millier de vaches en moyenne dans une brique de lait. Ce qui veut dire que pour notre système digestif, c'est un décodage très complexe qui fait que le lait d'aujourd'hui est devenu très difficile à assimiler passé l'âge de 5 ans, quoi, grosso modo. Et même chez les enfants, en fait, c'est devenu... Puis, de ce que j'en ai lu, à force de surconsommer un lait de plus en plus de mauvaise qualité, nous sommes de moins en moins tolérants. C'est-à-dire que je suis arrivé au monde en 1990 avec l'état d'usure de la biologie de mes parents au moment où j'ai été conçu. Et j'ai démarré donc à un niveau biologique plus faible que le leur à leur naissance. Et moi-même, comme j'ai grandi en étant élevé au lait de vache, comme tout enfant des années 90, ma biologie s'est forcément détériorée, abîmée par cet environnement, ces habitudes de vie. Mes enfants sont arrivés au monde avec aussi une faiblesse plus grande qui correspond à celle de mon état à leur conception. Donc on est de plus en plus fragile dans un environnement de plus en plus pollué. Moi je sais que mes enfants sont hypersensibles, sont hypersensibles du point de vue émotionnel à différents degrés, ce qui leur donne malheureusement toutes les clés pour développer une électro-hypersensibilité ou une chimico-sensibilité, ce que je ne leur souhaite pas, bien évidemment. Bon, ce qui est important déjà, c'est qu'à ce jour, rien n'a été diagnostiqué les concernant. Non. C'est déjà ça qui permet de souffler pour toi, individuellement, ainsi que pour ta compagne, mais pour tes enfants. Donc, c'est garder à l'esprit que, de toute façon, toutes les informations organiques, biologiques, qui sont les tiennes et qui ont été transmises à tes enfants, sont à un moment donné dans le côté mutagène, dans leurs cellules, en train d'évoluer aussi avec ce nouvel environnement hyper-électromagnétique. Oui. C'est un petit peu l'environnement dans lequel, aujourd'hui en 2025, on évolue. C'est cet univers hyper-connecté, hyper-électromagnétique. On va encore une fois revenir à ton parcours qui a duré quelques semaines. Ouais.
Et dans ces zones plus froides, finalement plus adaptées à des saisons estivales qu'à des saisons hivernales. Et la difficulté, au final, derrière tout ça, à observer que quand on est déjà dans la conscience et le constat de ces symptômes dans la fragilité physique et organique, on devient finalement dépendant dans ce besoin d'indépendance. On devient dépendant dans une recherche, dans une quête de cette zone blanche qui n'existe plus, de cette zone grise, de cette zone végétalisée qui ne l'est plus. On devient dépendant. On devient aussi dépendante, comme tu l'as soulevé. Tu as mis en place un accompagnement homéopathique. Encore une fois, individuel, c'est toujours trouver une solution sur une problématique finalement qui est amorcée par autre chose, par quelque chose que tu n'as pas souhaité. Oui, et d'ailleurs, ça m'évoque qu'ici même, à l'INAC, on m'a dit qu'il y avait des entrepreneurs, des agriculteurs qui souffraient du manque de réseau, qui ne pouvaient pas répondre à certains clients au moment où on cherchait à les joindre parce qu'il n'y avait pas assez de réseau, et que du coup les clients se tournaient vers d'autres fournisseurs parce qu'ils n'avaient pas une réponse tout de suite. Et que ce chiffre d'affaires perdu annuellement par ces gens-là, si je réussissais à faire barrage suffisamment fortement pour empêcher l'érection de l'antenne relais, on pourrait me demander de le rembourser tous les ans, cette perte de chiffre d'affaires, qui était totalement inestimable, incalculable. Moi aujourd'hui, ça fait 2 ans que l'antenne relais est là. Oui, c'est ça, 2 ans. Ça fait bientôt 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi que je me sens physiquement affecté par cette antenne relais. J'en suis à plus de 2500 € d'investissement de ma poche pour réussir à vivre tous les jours, à continuer à aller travailler pour nourrir mes enfants. Et personne n'est venu participer à ces dépenses-là. J'ai dû faire des investissements et j'ai jamais demandé à ce que personne me finance quoi que ce soit, mais c'est pas la question. Mais aujourd'hui, les gens ne se rendent plus compte de à quel point, j'étais pas d'accord pour que mon environnement soit impacté de la sorte, et ça m'impose finalement de faire un travail sur moi-même pour réussir à continuer à vivre, parce que je ne sais plus où déménager. J'ai pas du tout envie de vivre dans une grotte. Oui, ça pourrait être une solution, dans un tunnel, dans une grotte. Dans un bunker, voilà. J'ai pas du tout envie de me construire un bunker, là, de creuser sur le terrain, de me mettre à, 20 mètres de profondeur sous la terre. J'ai pas du tout envie de vivre ça, en fait. Moi, j'étais très bien ici, à côté de ma forêt, dans un environnement qui était très préservé. Donc finalement, on subit et on est obligé de travailler sur soi, de se mettre des rustines pour ne pas crever, pour réussir à rouler encore un peu. Et ce qui malheureusement, parce que les gens du village ici se rendent compte que je vais encore travailler, que je vis encore. Donc finalement, il nous a tout expliqué avant que l'antenne soit là, que ça allait être un carnage. Et il va pas si mal que ça. Si, en fait, il va mal. Il a été très très mal et il a fait des choses pour continuer à vivre, tout simplement. Il a mis des rustines, comme tu l'as dit. Des rustines. Et ça, les gens ne le voient pas. Et c'est important de leur dire et de leur montrer. Et c'est pas normal, encore une fois, que ça soit l'individu qui soit obligé de trouver ces rustines-là pour traverser un environnement qui est dégradé, alors que dans le droit constitutionnel français, il est inscrit que chaque personne vivant sur le territoire français a le droit de vivre dans un environnement qui respecte sa santé. C'est écrit comme ça. Je l'ai plus mot pour mot, mais c'est écrit qu'on n'a pas le droit de créer des conditions qui vont empêcher la vie en bonne santé d'un être humain en France. Donc le droit n'est pas respecté dans un État qui favorise le déploiement numérique à fond, quoi. Je veux dire, on est dans une époque d'obscurantisme total où il y a plus aucun garde-fou, il y a plus de principe de précaution et on avance. Oui, on l'a vu, on a quand même un ministère de la souveraineté numérique.
Oui. Déjà, rien que l'appellation, ça devrait faire réagir Oui. ou interroger chacun. Et au final, on voit très bien que personne ne s'interroge, tout le monde vit. On nous parle du numérique avec cette interpellation de facilité, ça va vous faciliter la vie. Ça va vous alléger votre existence, ça va tout faire à votre place, vous n'allez plus réfléchir, vous n'allez plus avoir à bouger, vous n'allez plus avoir à vous fatiguer, parce que ça, cette fatigabilité, elle est vraiment mise en avant. Quels que soient les corps d'activité, aujourd'hui, quand on a un tracteur qui se conduit tout seul parce que le logiciel est transféré au satellite qui va l'envoyer à l'exploitant agricole en amont qui est tranquillement chez lui ou peut-être même en week-end ou en vacances. C'est là, ça questionne. En effet, il y a des activités professionnelles qui génèrent et qui ont généré de grandes pénibilités physiques, physiologiques, et on comprend très bien que les personnes qui exercent encore certaines activités mais espèrent soit plus dans une démarche de moins de pénibilité. Toujours est-il qu'entre la pénibilité et la défaillance finalement technologique vers laquelle on va, parce que c'est une réelle défaillance, nous ne mettons pas de limites, nous ne mettons pas de garde-fous dans tout ça. Il n'y a plus de restrictions finalement. Et puis on est passé, il y a déjà plus de 150 ans, on est passé d'un monde de subsistance, où on avait des paysans majoritairement et des artisans qui travaillaient pour produire ce dont tout le monde avait besoin pour vivre. Donc on était dans un travail qui peut-être était dur, enfin certainement était dur physiquement, mais pour autant le physique de nos ancêtres il y a un siècle et demi était certainement très différent du nôtre aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on travaillait pour subvenir à des besoins. Ce qui veut dire que, comment dirais-je, à part des années difficiles, on n'avait pas besoin de fournir pour un pays comme la France, par exemple, autant de travail que dans un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, un monde industriel, où on travaille pour que les gens consomment. On travaille pour produire de la marchandise, pour que la masse consomme et qu'une minorité s'enrichisse sur le dos de la majorité. Et en fait, ce système-là, ultra prédateur, nécessite une quantité de travail énorme. Parce qu'aujourd'hui, on jette une quantité hallucinante de denrées alimentaires. On aurait pu s'épargner de les produire déjà. Et puis, tout ce qu'on achète, je vais être vulgaire, toutes les merdes chinoises qu'on achète qui sont cassées très rapidement et qu'il faut racheter et sans cesse racheter. En fait, quand on regarde à l'échelle d'une vie, combien de voitures on a acheté pour une personne dans sa vie, combien d'appareils électroménagers cette personne-là, elle a acheté, alors qu'il y a un siècle et demi, et mon discours n'est pas de revenir aux conditions de vie d'il y a un siècle et demi, c'est pas de revenir à avant la révolution industrielle, c'est juste de savoir mettre la valeur des choses et la juste mesure. Et de se dire, on a besoin de quoi réellement? Est-ce qu'on a besoin de consommer ou est-ce qu'on a juste besoin de subvenir à nos besoins? Donc aujourd'hui, plutôt que de revenir sur la quantité de travail pour retirer de la pénibilité, on se rajoute des accessoires qui nous facilitent la tâche, mais qui c'est ces accessoires-là? Et là, on rentre dans la dystopie du cinéma, d'anticipation, où finalement la machine prend une telle place dans le monde que l'humain est en train de se déclasser lui-même, de se rendre inutile et de se mettre lui-même sur la touche, j'aime bien l'expression, se grand remplacer par la machine finalement. Mais lui-même, c'est pas des gens de l'extérieur qui viennent ou quoi, la machine elle vient pas, la machine n'a pas de conscience, elle n'a pas d'âme. C'est nous qui la mettons à notre place. Moi je l'ai vu en tant qu'ingénieur dans l'industrie, des ouvriers qui avaient des tâches très répétitives de manutention. Ils prenaient des plateaux et ils les mettaient sur une machine. C'était pas forcément drôle à faire, c'était pas crevant physiquement, c'était pas éreintant, c'était de la manutention, c'était pas très lourd. Et ils ont accepté, ces gens-là, de se mettre des capteurs sur toute une partie du bras, comme un gant et une manche jusqu'à l'épaule, et de faire le mouvement pour qu'un bras robotisé soit en capacité de faire exactement le même mouvement avec exactement les mêmes préhensions. Donc le gars qui accepte de faire ça, d'enfiler le gant et la manche pour
instruire le robot, il accepte de supprimer son travail. Parce qu'une fois qu'il a instruit le robot, on n'a plus besoin de lui. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Moi, j'ai eu affaire à Google dans une des entreprises dont j'étais le responsable qualité. Google, je présentais notre process de fabrication des pièces qui allaient dans des data centers de Google. Et le qualiticien de Google n'arrivait pas à comprendre pourquoi j'avais des humains qui travaillaient dans mon usine pour s'occuper de ces pièces. Ça devait être des robots, ça devait être des machines, parce que c'était plus fiable. Et il me disait, quand tu retireras cette dame de ce poste de travail, quand tu auras mis un robot, elle pourra faire quelque chose de plus utile pour ton entreprise. Et je lui disais, mais non, le jour où j'ai plus besoin d'elle pour ces pièces-là, elle dégage, j'ai plus besoin d'elle. Et donc on rentre dans un monde, comment les gens vont subvenir à leurs besoins, que vont-ils faire de leur journée, et finalement il n'y a que deux options, c'est le revenu universel, genre de crédit social à la chinoise, où il y a des conditions, il faut être un bon citoyen pour avoir son revenu universel, qui n'est plus un revenu inconditionnel, comme certains le disaient initialement. Il y a 10 ans, quand on commençait à en parler... C'est une charte à remplir. Non, mais au début, on parlait de revenu. Le RMI, remplacé par le RSA, a inspiré ce que certains appelaient initialement le revenu inconditionnel. Et rapidement, c'est devenu le revenu universel, c'est-à-dire pour tout le monde, mais sous condition, vu qu'il n'y a plus le inconditionnel dans l'intitulé. Donc, revenu universel, parce que plus personne n'aura de travail, ou très peu de monde aura accès au travail pour subvenir à ses besoins, et divertissement de masse pour que les gens ne s'ennuient pas et n'aient pas le temps de réfléchir et de se poser des questions sur le sens de leur existence. Et là, le numérique, pour ça... tous les projets de métaverse et compagnie, de réalité virtuelle augmentée, c'est une prison. Finalement, Internet, si on le lisait à la française, on lirait interné. Et on est en train de créer du contenu pour Internet, donc ça peut être contradictoire et paradoxal. Ou complémentaire. Ou complémentaire, parce que finalement, l'idée derrière est d'alerter, de réveiller les consciences et peut-être d'agiter un drapeau sur un média qui est plutôt fait pour nous interner, nous empêcher d'aller vers la vraie vie, de mon point de vue. Il faut quand même garder, tu parlais des data centers tout à l'heure, il faut quand même regarder ce que sont des data centers. Hein, ces grands hectares de bois, de forêts qui sont rasés pour créer les data centers. Et après, on va nous parler d'énergie verte. Hein, cette espèce de contradiction aussi là-dedans dans l'information, c'est-à-dire que toutes les données, on nous parle de favoriser le numérique pour le quotidien, mais ne pas oublier que tout ce qui est favorisé par le numérique est stocké dans ces data centers, donc il faut encore plus de data centers pour stocker, donc encore moins de forêts. C'est souvent ce rapport que l'on a du mal à avoir dans nos pays européen, parce que forcément on l'a pas devant les yeux. Hein, c'est ailleurs, c'est dans d'autres pays, c'est pas ici. Ce côté, c'est pas ici, je le vois pas, donc j'y pense pas. Mais il faut pas oublier que des milliers d'hectares sont rasés pour créer des data centers. Alors déjà, pour que les gens le comprennent bien, là où il y a le data center, évidemment, on artificialise un territoire qui potentiellement était naturel, pour stocker les serveurs qui permettent les échanges de données. Mais pour les construire, il faut des composants électroniques qui, eux, viennent d'extraction minière. Et donc là, ça se passe plutôt dans le tiers-monde, aller en Asie, en Amérique latine et en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, où pour que tout le monde ait un smartphone aujourd'hui, il faut le dire, il y a des enfants esclaves tout le temps, dans toutes les mines, pour alors de mémoire c'est le coltan, qui est récupéré dans les sols de la République démocratique du Congo. Et en fait, aujourd'hui, comme c'est loin des yeux, loin du cœur, on ferme les yeux complètement là-dessus. Cette réalité-là, elle nous concerne pas, alors qu'on est tous, pas coupables, mais responsables et complices de cet état de fait, par notre consommation numérique. C'est les dommages collatéraux. Oui, c'est les dommages collatéraux, mais c'est trop facile de le balayer d'un revers de manche comme ça. Et en fait, si chaque appareil électronique était vendu d'office avec une photo d'esclave africain sur la coque, et peut-être aussi une photo d'enfant qui sort de chimiothérapie, parce que, alors j'ai lu pas plus tard que hier,
sur les 20 dernières années, chez de mémoire les 18-25 ans, les glioblastomes, qui sont donc des tumeurs cérébrales, ont augmenté de 230%. Chez les jeunes. Pas parce qu'on vit plus vieux et que donc les personnes sont de plus en plus âgées et développent de plus en plus. Chez les jeunes, on a augmenté de 230% la proportion de glioblastomes, donc de tumeurs cérébrales. Et la question, c'est quel est le facteur qui va le plus favoriser ce développement-là chez les jeunes. Et force est de constater qu'on sait démontrer le lien entre l'exposition juste au téléphone portable et à la genèse de ces pathologies-là. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être mettre un gamin de 5 ans qui sort de chimiothérapie, parce que ça n'est pas normal. Il y avait une mortalité infantile très élevée il y a 2 siècles en arrière pour d'autres raisons, et notamment des raisons d'insalubrité, de villes qui grossissaient très vite et qui faisaient vivre les gens dans des conditions déplorables avec une très mauvaise gestion de l'eau et des excréments. Mais aujourd'hui, l'insalubrité du XXIe siècle, comme le disait Frédéric Furlano de Robin des Toits, c'est notre exposition aux champs électromagnétiques et à d'autres polluants environnementaux comme la chimie de synthèse, qui font qu'aujourd'hui on a des gamins qui meurent de tumeurs cérébrales. Et donc si chaque appareil électronique avait une photo d'un enfant esclave qui a permis que vous ayez les composants électroniques, et d'un enfant qui sort de chimiothérapie, c'est un dommage collatéral parce que nous utilisons ces technologies-là, peut-être que les gens auraient plus de difficultés à en acheter et à l'utiliser au quotidien aussi facilement. Grande question, il y a bien eu les photos de poumons malades sur les paquets de cigarettes. Ça n'a pas forcément eu l'induction souhaitée au niveau des consommateurs de cigarettes. Alors je ne crois pas que ça ait baissé la consommation de cigarettes, mais n'empêche que on ne peut pas se le cacher en fait. On ne peut pas dire le jour où on fait un cancer du poumon ou de la langue ou de la gorge et qu'on est un fumeur, on ne peut plus dire je ne savais pas. On ne peut pas dire oh merde, oh mais si j'avais su, j'aurais peut-être pas tant fumé. Non, on ne peut plus le dire, c'est fini. Et encore une fois, les gens souvent perçoivent le discours sur les ondes comme étant un discours qui cherche à revenir en arrière, qui cherche à revenir dans le passé et qu'on pourrait trouver réactionnaire ou je sais pas quoi, ou de volonté de revenir en avant à l'époque où il n'y avait pas les ondes. C'est pas du tout le cas, en tout cas c'est pas mon cas personnel, en ce sens où personne n'a mal vécu, il me semble, en tout cas aujourd'hui ça ne se ressent pas dans la population, le fait que en 2025, il n'est plus autorisé de fumer dans les espaces publics, dans les administrations, dans les bâtiments, au travail, alors qu'il y a 50 ans, ça se faisait. Et 50 ans, c'est il n'y a pas longtemps, en fait, à l'échelle de l'espace. 50 ans, c'est les années 90 ou fin 90 ou l'interdiction. Ouais, peut-être que c'est plus récent que ça encore. Mais en tout cas, on n'a pas vu des cortèges porter des pancartes de ils nous renvoient au Moyen-Âge en nous interdisant de fumer dans les bureaux, quoi. C'est rentré dans la conscience que c'était dangereux. Et donc, même si la quantité de fumeurs n'a pas baissé, la quantité de fumeurs passifs, elle a baissé de ce fait-là. Et donc en fait, finalement, le fait de montrer les conséquences du recours au numérique visuellement amène une prise de conscience qui peut-être ne fera pas baisser les consommateurs, mais qui peut aider ceux qui veulent vivre déconnectés à être respectés dans leurs choix. Pourquoi aujourd'hui une entreprise investit pour fabriquer, pour faire construire un préau pour les fumeurs, pour qu'ils puissent fumer dehors, dans un espace abrité de la pluie, là il pleut, bon ben voilà, ils ne seraient pas contents de fumer sous la pluie, ils ont un préau. Et dans le bâtiment, ils n'ont pas le droit de fumer. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un préau avec une petite antenne de très très courte portée, mais de très haut débit, pour que les drogués du smartphone viennent se shooter un coup à leur gadget numérique sous leur préau, et puis que dans le bâtiment où les gens travaillent, on soit tout en filaire pour respecter la biologie de tout le monde en fait. Ça paraîtrait cohérent. Cohérent. Ça paraîtrait extrêmement cohérent. Encore une fois, le fait de parler d'un sujet comme celui-ci, on le sait, hein, tu le sais, je le sais, vous le savez de l'autre côté. Les personnes qui écoutent sont les personnes qui déjà partagent la réflexion.
Oui. C'est vraiment ça, ce pas qui est le plus difficile à faire, c'est-à-dire que celui qui est enfermé dans son numérique ou dans sa domotique, parce que là on aborde le côté numérique, mais il n'y a pas que, quand on parle d'hyper-électrosensibilité ou d'électrosensibilité, ce n'est pas que le côté de l'antenne relais pour le côté numérique, il y a aussi les champs de panneaux photovoltaïques, les champs d'éolien, le côté un petit peu THT, les lignes très haute tension. C'est vraiment et puis l'électricité dans la maison. Tout simplement l'électricité dans la maison. On n'a pas évoqué encore le compteur Linky qui ramène des fréquences plus élevées que le 50 Hz sur les câbles électriques. Moi, on m'appelle régulièrement en me disant on m'a posé un compteur Linky contre ma volonté, est-ce que ça suffit que je mette de l'aluminium sur le compteur Linky? Ben non, ça suffit pas, parce que tous les câbles électriques, tous les fils qui sont dans vos murs, jusqu'aux interrupteurs, jusqu'aux lampes, jusqu'aux prises, en fait c'est tout ça qui rayonne. Et puis moi je suis sur une installation de câblage blindé, donc j'ai aucun fil qui ne soit pas dans une enveloppe qui fait office de cage de Faraday reliée à la terre, à la prise de terre. Donc je n'ai aucun rayonnement de mes câbles. Merveilleux. Mais dès que je branche un appareil électroménager ou quoi que ce soit, dès que je branche un appareil électrique, une lampe de chevet sur une prise, cet appareil-là se met à rayonner. Et si j'étais sur le réseau électrique, il rayonnerait les courants porteurs en ligne du Linky, des Linky des voisins, même si moi j'en avais pas. Je suis en autonomie sur photovoltaïque. Sur mon terrain, j'ai une petite installation photovoltaïque. Mon onduleur, j'ai beau être hors réseau et ne pas avoir mon Linky ou le Linky des voisins, mon onduleur me ramène des courants porteurs en ligne. Donc en fait, toute installation électrique est à considérer comme un danger potentiel pour la biologie humaine. Et donc aujourd'hui, on a le niveau de connaissance scientifique suffisant pour engager finalement une prévention de grande ampleur, la construction neuve. En rénovation, on ne peut pas fliquer les gens, et je ne suis pas pour qu'on rentre chez les gens en leur imposant quoi que ce soit, mais en construction neuve, je ne comprends pas qu'aujourd'hui on ait des tonnes de normes sur l'isolation des bâtiments, et il n'y a rien sur l'électricité. Si, il faut que la prise de terre soit inférieure à 100 ohms. En plus, 100 ohms, c'est même pas suffisant, il faudrait être autour de 15 à 30 ohms pour que ça soit une prise de terre vraiment efficace. Et puis le câblage blindé, il y a tout un tas de trucs en fait, ça devrait être systématique aujourd'hui. Tu parlais d'investissement personnel tout à l'heure par rapport à la présence de l'antenne, c'est aussi une réalité, c'est cette dimension financière que le particulier n'a pas forcément, déjà par manque d'informations au préalable par rapport au bâti, mais ensuite il y a toutes les conditions, on est quand même dans une société qui est de plus en plus dans des situations difficiles, voire précaires. De nouvelles lois pondent tous les jours pour un petit peu diminuer le budget de chacun. Et il y a ça qui est important, c'est comment arriver à se protéger quand on n'a pas les moyens. Et est-ce que c'est faisable? Alors, moi, dans ce que j'annonçais tout à l'heure, là, l'investissement personnel pour aller mieux face à la problématique de l'antenne relais, je ne compte pas mon installation biocompatible avec mes câblages blindés, parce que ça, c'était un choix personnel avant même qu'il y ait l'antenne relais. Effectivement, le câblage blindé coûte à l'achat, en câble blindé, 3 à 4 fois plus cher du mètre linéaire qu'un câblage classique, conventionnel. Donc, c'est un investissement. Mais à côté de ça, on parle sans cesse du pouvoir d'achat qui chute, c'est une réalité, de plus en plus de gens sont en difficulté. Moi qui travaille dans le bâtiment, je le vois au niveau des clients aussi. Des clients qui m'appellent et qui me disent vous venez, vous faites tout, on vous paye, l'important c'est que ce soit fait, on n'est pas regardant, ça n'existe plus. Maintenant tout le monde est là à compter, à vérifier. La construction neuve ou la rénovation, ça coûte excessivement cher, donc les gens sont en difficulté, ça se ressent. Tous les artisans peuvent le dire, je pense, aujourd'hui. Mais à côté de ça, les gens ont quand même des smartphones. Ça coûte cher un smartphone. Ça coûte super cher. Et ils les changent en moyenne tous les 2 ans. Et ils ont des consoles de jeux, ils ont des télé écrans plats, pas géants, mais grands quand même. Donc c'est un choix aussi dans quoi on met son argent. Je veux dire, moi j'ai pas de télé, donc de toute façon j'ai pas d'écran plat dans ma maison. Ah bon?
Oui, non, j'ai pas la télé. Pas encore, j'essaye d'y venir, mais j'y arrive pas. J'ai pas la télé, j'ai pas de smartphone, et... Tu vas voir, tu vas y venir un jour. Ouais, non. Mais j'ai pas de smartphone, n'empêche que je suis même incapable de donner la valeur en euros d'un smartphone d'aujourd'hui, mais plusieurs centaines d'euros minimum. Si c'est tous les 2 ans, je veux dire, en fait, rapidement... je suis en capacité de mettre de l'argent de côté. Cet argent que je dépense pas dans du gadget numérique, c'est de l'argent que je mets de côté d'une certaine manière, qui me permet, moi, des investissements ensuite, qui m'a permis d'acheter du câblage blindé. Mais pour ceux qui sont là, dans l'instant présent, qui découvrent le propos, qui se disent, tiens, moi je voudrais bien aussi du câblage blindé, il existe des câbles blindés qu'on achète. Il y a la possibilité aussi d'acheter les 3 fils classiques, de mettre un fil à nu, un fil de fer à nu, typiquement les aiguilles qu'on trouve dans les gaines en plastique, ça se met en torsadant avec les 3 fils, on met une feuille d'aluminium autour, et il suffit de raccorder le fil à nu à la prise de terre, ça fait un câblage blindé. Pas cher, fait maison. Alors pas aussi costaud, c'est-à-dire que c'est à manipuler. La feuille d'aluminium, ça se casse facilement, donc c'est à manipuler avec vraiment plein de précautions. C'est pas ça qu'on va tirer dans une gaine en plastique parce que ça va se déchirer. Mais quand on est dans de la cloison, typiquement des gens qui ont un problème, qui se rendent compte d'un problème de rayonnement chez eux, typiquement à la tête de lit, là où on dort, là où on passe le plus de temps, parce que vous savez, souvent dans une chambre à coucher, il y a une prise de chaque côté du lit pour avoir 2 chevets, un de chaque côté. Et donc il y a nécessairement un câble électrique qui relie les 2 chevets entre les 2 prises, enfin qui relie les 2 prises l'une à l'autre, et qui passe juste derrière la tête de lit. Et ça génère un rayonnement, ce qui fait que moi, chez des gens, chez qui j'ai fait des mesures, à peine arrivé, on a pris le lit, on l'a mis de l'autre côté de la chambre, donc par rapport aux prises, c'est super embêtant, parce que du coup, on n'a plus le chevet à côté du lit. Mais c'était pas sérieux de dormir dans des conditions d'électromagnétisme aussi élevées, en basse fréquence pour le courant électrique. Donc ça veut dire que là, des fois, il devient nécessaire de venir faire une section dans une cloison pour changer juste ce bout de câble qui est derrière le lit et le blinder lui. Et pour les gens qui n'ont pas de moyens, en fait, en bricolant, on arrive toujours à faire un peu. Quand on a compris le concept et qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, la cage de Faraday, il faut envelopper métalliquement et remettre l'enveloppe à la terre pour protéger les fils. Voilà. Donc ça c'est pour les plus dégourdis, peut-être pour les plus autonomes. Oui. C'est important parce que si on n'est pas suffisamment dans cette aptitude à manuel, c'est aussi pouvoir faire appel à quelqu'un. Après, il y a des géobiologues qui sont formés pour le faire. Il y a maintenant de plus en plus, et c'est une très bonne nouvelle, des bioélectriciens. Alors, c'est pas des électriciens sans pesticides, c'est des électriciens qui font une installation biocompatible. C'est comme ça qu'on dit. Et qui vont travailler à la fois sur les hautes et les basses fréquences pour être sûr que l'installation de la maison soit compatible avec la biologie humaine. Et là-dessus, pour ce faire, on se base généralement sur une norme qui est la SBM 2015, qui est une norme allemande de biocompatibilité du bâtiment, pas que sur les ondes d'ailleurs, sur la pollution de l'air, sur tout un tas de choses très intéressantes. Et le bioélectricien, c'est celui qui regarde la section électromagnétisme de la SBM 2015 et qui est capable de fournir une installation conforme à cette norme que je trouve plutôt pertinente pour une fois. Il n'y a pas que des normes bêtes. Depuis ton retour de cette quête, malheureusement, sur la route, pas été fructueuse. Non, j'ai pas trouvé l'oasis. Tu n'as pas trouvé l'oasis annuelle, parce que saisonnière peut-être. Oui, non, mais même ça aurait pu. J'étais même prêt à déménager. Si j'avais trouvé l'Eldorado, j'aurais été prêt à déménager en ayant en tête que peut-être j'aurais acquis par le déménagement un sursis. Parce que les antennes poussent tellement. Et puis les satellites. Mais oui, c'est ça. T'as les antennes, t'as les satellites, t'as les champs d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques. Qui sont en pleine expansion et on n'a pas de maîtrise de ce qui va arriver dans le futur sur un territoire. Est-ce que au niveau chiffres, est-ce qu'on a des chiffres des impacts? Là, tu t'arrives à chiffrer une antenne avec ton appareil, avec ton acoustimètre. Je lis en même temps. C'est ça, acoustimètre. Voilà, avec ton acoustimètre. Est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres sur, par exemple, les impacts électromagnétiques d'un champ de panneaux photovoltaïques, on va dire, classique?
Je ne sais pas le quantifier. Je veux pas m'avancer et donner des valeurs. Maintenant, ce que je sais, c'est que ça se fait beaucoup dans le monde agricole. Initialement, il y a une quinzaine d'années, ça se faisait énormément en toiture. Et bien, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quasiment plus de déploiement de panneaux photovoltaïques sur des toitures d'étables, d'endroits où il y a des animaux qui dorment ou qui vivent. Ça se fait plutôt sur des hangars agricoles où on va stocker du matériel ou du bois ou de la paille ou du foin, plutôt des zones de stockage. Et c'est pas innocent, en fait. C'est qu'on s'est rendu compte que les animaux allaient nettement moins bien dans les bâtiments qui avaient des panneaux photovoltaïques en toiture. Le panneau photovoltaïque en lui-même, c'est du courant continu. Donc le champ est permanent. Mais c'est plutôt une bonne chose. Alors ça va dépendre de l'intensité, mais c'est plutôt une bonne chose parce que la biologie a cette capacité à s'adapter finalement, parce que c'est une permanence, c'est un nouvel état de fait. Ce qui va poser problème, c'est que le courant continu ne va pas très très loin, ou alors il faut des sections de câbles assez conséquentes pour le véhiculer. Donc on va le transformer avec des onduleurs ou des micro-onduleurs au pied du panneau, directement au panneau, pour passer en 220 volts en alternatif et l'amener avec de la petite section beaucoup plus loin. Et en fait, c'est cette transformation-là, comme les transformateurs de fin de ligne ou de quartier, ces transformations, quand on passe d'un état de tension à un autre, de continu à alternatif ou d'alternatif à continu, ces opérations-là génèrent beaucoup de champ. Il y a une ligne, ici, il y a une ligne moyenne tension qui passe sur le terrain des voisins, là, qui doit être à 20-25 mètres de ma maison. Je l'avais mesurée avant de m'installer, et en fait, ici, elle rayonne rien du tout. Vraiment rien du tout. Rien de mesurable avec un appareil de mesure sur les basses fréquences. Quand on se rapproche de la fin de ligne qui est à 500 mètres, en fait, sur les 200 derniers mètres, elle rayonne de plus en plus. Et le transformateur, lui, maintenant, est au sol dans une cage de Faraday. Donc j'ai fait des mesures en pointant sur le transformateur, il ne rayonne rien. Mais la ligne, en fin de ligne, là où elle arrive au transfo, en fait, il y a comme un écho, une propagation de l'opération faite par le transformateur. Alors pour beaucoup qui nous écoutent, peut-être que c'est du chinois. N'empêche que là où il y a une transformation d'une électricité vers une autre électricité, il y a un rayonnement qui est fort et qui est mesurable sur les câbles électriques. Voilà. Et qui impacte donc forcément une toiture avec des panneaux photovoltaïques. Si c'est transformé au panneau avec des micro-onduleurs, le câblage qui part du panneau va forcément rayonner des champs assez conséquents. Pour aider chacun dans cette micro-localité figeacoise, Ouais. pour aider chacun, tu mets en place Des ateliers d'hygiène électromagnétique. Ouais. À quoi ça consiste? Alors déjà, ça fait 3 ans que je fais des conférences, que je réponds à des invitations d'entretien comme celui-ci, que j'ai écrit un livre, que j'essaye de diffuser le plus largement possible parce que il me semble intéressant et utile. Je vois beaucoup de gens, enfin je vois pas beaucoup de gens s'y intéresser malgré tout par rapport à la population, mais j'en vois quand même qui s'y intéressent à ce que je dis, à ce que j'écris. Et parmi ces gens-là, j'en vois pas beaucoup qui changent leurs habitudes. Et c'est là le point de blocage finalement. Moi j'investis de mon temps, de mon énergie, et j'ai l'impression derrière qu'il n'y a rien qui change. Et je dois dire qu'au mois de septembre 2024, septembre dernier, quand j'étais au plus bas, vraiment physiquement, dans une expression symptomatique très lourde, très très lourde, que je me sentais vraiment mal, j'en étais devenu aigri finalement. Dans mon livre, je pose la question d'une extinction de masse probable à venir du fait de cet environnement qu'on a détérioré, saccagé, et notamment avec les champs électromagnétiques. Et j'en étais venu à accepter cette extinction et à me dire finalement c'est tout ce qu'on mérite parce qu'on est assez con pour se donner la mort nous-mêmes. Et c'est le titre de mon bouquin, Suicide connecté, parce que, encore une fois, j'insiste sur le fait que le numérique en général est à considérer comme une arme pointée vers le vivant, mais que ceux qui appuient sur la gâchette, ce sont non pas les décideurs, ce sont les utilisateurs du quotidien. Les décideurs, ils nous mettent l'arme entre les mains
et les opérateurs, les administrations. Et ceux qui appuient sur la gâchette quotidiennement, ce sont les utilisateurs du quotidien. Donc encore une fois, l'antenne la plus proche, la plus dangereuse, c'est la plus proche, c'est le smartphone qui est dans la poche, c'est la box qui est en Wi-Fi dans sa maison. Donc j'en étais devenu assez aigri parce que après pas mal d'efforts, je me rendais compte que j'étais quand même impacté et que rien ne changeait autour de moi, si ce n'est que ça se dégradait toujours de plus en plus et que les gens étaient toujours de plus en plus accros. Donc j'ai profité aussi de ce voyage-là pour faire une pause où en fait pendant 2 mois je n'ai pas eu de téléphone portable, je n'ai pas eu d'accès à Internet et je me suis coupé un peu du monde, ce qui m'a fait aussi un bien fou, hein. D'ailleurs j'invite ceux qui se sentent mal parfois, même psychiquement, à débrancher en fait. Et en fait, j'en suis venu à me mettre en tête cette idée d'animer des ateliers, où plutôt que de faire un cours théorique ou même un cours pratique chez moi ou quelque part, on va chez quelqu'un qui me demande de venir animer cet atelier-là sur une journée pleine qui rassemble un maximum 10 personnes par atelier parce que sinon c'est ingérable, mais qui rassemble du monde, un peu de monde quand même dans son domicile pour ne pas toucher qu'une personne à la fois et passer un temps fou. Mais l'idée, c'est on se retrouve finalement ensemble, en groupe, dans un vrai polar, une enquête, où on va rendre visible l'invisible, mener l'enquête sur à quel endroit je suis dans un état d'atteinte à ma biologie avec des appareils qui ne sont pas... Je critique pas du tout la radiesthésie, mais j'y vais pas au pendule. On fait de la mesure physique avec des appareils semi-pro, sérieux, et ben on va regarder les points clés dans une maison, c'est-à-dire la chambre à coucher, le bureau où on peut passer du temps assis sur un ordinateur par exemple pour ceux qui travaillent chez eux, le canapé où beaucoup de gens passent beaucoup de temps à regarder la télé ou d'autres choses d'ailleurs, à lire, mais on est quand même dans un monde où le canapé est très répandu et beaucoup de gens passent du temps dans leur canapé, la cuisine où on passe du temps à préparer encore un peu pour certains, enfin bref. On cherche les zones où on passe le plus de temps dans sa maison, où on n'est pas que de passage, parce que si une prise rayonne un peu fortement, mais qu'on ne passe pas du temps accoudé contre le mur, à coller à la prise 1 heure par jour, c'est pas très grave, ça s'atténue assez rapidement en fait dans la distance. Par contre, l'endroit où je vais rester assis 2 heures par jour, par exemple, ou 6 heures par jour, ou 8 heures par jour pour ceux qui télétravaillent, si cet endroit est envahi de rayonnements basse fréquence et haute fréquence, en fait, là, je me mets en danger. Donc l'idée, c'est pas d'avoir peur des ondes, c'est pas du tout de se mettre à devenir paranoïaque de tout rayonnement, c'est juste devenir électroconscient, c'est-à-dire rendre visible ce qui est une source de pollution et voir dans quelle mesure elle est acceptable ou pas. Et quand elle ne l'est pas, eh bien, soit il faut changer techniquement, c'est-à-dire du câblage blindé, c'est-à-dire mettre un câble Ethernet plutôt que le Wi-Fi, enfin, ce genre de... Soit on change techniquement, soit on change ses habitudes, soit les deux parfois. C'est pareil, un téléphone portable, on n'en a pas là pour montrer, mais un téléphone portable, l'idée c'est que ça soit portable. C'est fait pour se déplacer. Donc que quelqu'un, c'est mon cas, ait un téléphone portable, j'ai un téléphone portable, pas un smartphone, mais j'ai un téléphone portable, qui est éteint très souvent. Mais quand je me fais des déplacements avec mon fourgon pour aller travailler, ben, il est au fond de mon sac, comme ça si j'ai un problème sur la route ou si j'ai besoin de donner une information, d'aller chercher une information auprès de ma compagne ou de quelqu'un qui est pas là où je suis, je peux l'allumer, appeler et éteindre. Là, c'est l'usage même prévu pour un téléphone portable. Par contre, téléphoner avec un téléphone portable dans sa maison, où on est censé être statique, parce qu'une maison ne se déplace pas, c'est une aberration. La maison, par définition, est l'endroit où on ne bouge pas, donc on devrait tous avoir un téléphone fixe filaire. Et oui, mais j'aime bien touiller ma casserole en même temps que je téléphone. Eh ben non, là il faut changer ses habitudes. Il faut accepter que quand on téléphone, et quand on cuisine, eh ben on téléphone pas, et on a un téléphone fixe filaire quelque part dans sa maison. Donc c'est en fait finalement définir, sans juger, mais les habitudes qui nous mettent en danger, et les appareils qui, par leur conception même, comme le four à micro-ondes, comme le Wi-Fi, nous mettent en danger,
et remplacer tout ça par des appareils et des habitudes qui finalement vont limiter la casse, parce que le zéro impact, c'est plus d'électricité et plus de numérique dans sa maison. Donc ça devient compliqué en 2025. Ça devient compliqué, et c'est pas l'idée, parce que sinon je ferais fuir tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais on essaye de trouver des ajustements qui font que la maison, si elle n'est pas devenue biocompatible, qu'elle soit pas trop impactante pour les habitants de la maison. Oui, et c'est encore une fois, tu parlais de l'utilisation des outils, et j'insiste volontairement aussi sur ce mot, ça reste des outils, ce ne sont pas des compagnons omniprésents ni omniscients. Moi je l'espère pour beaucoup. Il y a cette information collective, c'est-à-dire que si je m'en passe, je repasse à la notion moyenâgeuse, comme tu as soulevé tout à l'heure. Ouais. Moi j'invite chacun à creuser un petit peu sur qu'est-ce qui se passait réellement au Moyen-Âge et garder à l'esprit qu'au Moyen-Âge, c'est peut-être maintenant qu'on y est, parce qu'à tout se faciliter, ou à cette pseudo-facilité, cette dépendance à tout numérique, à tout électrique, et ça va de plus en plus, on est vraiment dans l'ère, comme on l'a dit tout à l'heure, on arrive maintenant à avoir un ministère de la souveraineté numérique, ça fait sourire, mais ça existe. Voilà, c'est vraiment à se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière et quelles sont les volontés derrière tout ça. On est dans une ère où on nous vend et vante l'intelligence artificielle, ou même YouTube, pour ne citer que... nous réfèrent dans leur intelligence artificielle, tous nos propos sont référés d'office, même s'ils ont eu la décence de demander le consentement à un moment donné, maintenant c'est d'office. C'est systématique. C'est systématique. Donc il y a toute cette notion-là d'enfermement, ou d'aliénation, ou d'internement, pour reprendre un petit peu ce mot-là que tu as soulevé tout à l'heure, en le francisant justement d'ailleurs. Il y a toute cette notion-là, prendre conscience que derrière toute cette information vers laquelle on va, c'est qu'est-ce qu'on veut, est-ce que l'on veut du vivant, est-ce que l'on veut du mécanique, est-ce que l'on veut du numérique, est-ce que l'on veut de l'organique, et ce n'est pas forcément retourner au système du Moyen-Âge, de ne pas avoir de smartphone, de ne pas avoir de télévision, ou de vouloir modifier son rapport à la communication aussi, parce que tu parlais de téléphone, il y a un truc très simple, ça s'appelle parler à la personne en face. aussi, oui. Le courrier, on peut aussi envoyer du courrier plutôt que de parler pendant des heures au téléphone. Il y a plein de choses qui se font et se défont, et moi j'invite vraiment chacun à individuellement aller regarder qu'est-ce qui se passait réellement au Moyen-Âge pour prendre conscience que le Moyen-Âge, c'est pas les visiteurs. C'est pas cet archétype-là, et qu'ils étaient sûrement beaucoup plus civilisés que nous aujourd'hui dans leurs conditions de vie, en retraçant bien sûr, en repositionnant époque sur époque. Là, faut pas, on mélange pas tout. Et sans remonter au Moyen-Âge, en fait, moi je passais mes étés, mes mois de juillet et août chez mes grands-parents maternels en Corse, et j'avais mon grand-père maternel qui me racontait comment ça se passait dans son village quand il était enfant. Et en fait, ils n'avaient pas la radio, ils n'avaient pas la télé, mais du coup ils passaient des soirées en famille à faire des veillées, où ceux qui connaissaient des bonnes histoires racontaient des bonnes histoires, certains chantaient, certains récitaient des poèmes, ils savaient jouer à plein de jeux de cartes très différents. Il n'y avait pas besoin d'avoir des jeux très très compliqués. Juste 2 paquets de cartes pour une famille, c'était suffisant pour avoir un panel de jeux et de possibilités infinies. J'avais un arrière-grand-père qui était maraîcher, paysan, et qui connaissait des dizaines de poèmes et de chansons, et qui chantait toute une partie de sa journée en travaillant au jardin. Et finalement, il y avait une organicité, il y avait une vraie vie de village, et à l'intérieur du village, il y avait des vrais foyers familiaux qui étaient vivants, où les gens étaient reliés les uns aux autres, et finalement, toute cette communication par l'intermédiaire d'un appareil, c'est-à-dire la radio pour commencer,
On pourrait même remonter aux journaux papier, hein, mais la radio, la télévision, puis le numérique avec l'ordinateur, Internet et les téléphones, finalement, on ne sait plus communiquer sans passer par l'intermédiaire. Ce qui fait que des familles où aujourd'hui il y a de la vie à plusieurs générations sous le même toit, c'est devenu extrêmement marginal. Et on pourrait se poser la question de savoir si ce n'est pas un peu regrettable. On est à une ère d'ultra communication et connectivité. Finalement, on n'est plus reliés les uns aux autres. Et moi, j'aime plus dire, comme les gens disent, je suis en connexion avec telle personne, je suis en relation. Je connecte pas avec des gens, je me relie à... Et c'est vraiment beaucoup plus sensé et profond. Quand on est en relation avec quelqu'un, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du contact, et sans intermédiaire. C'est aussi rappeler que dans toute néo-spiritualité, dans toutes ces interprétations de conscience, la première conscience, c'est aussi ça, c'est la conscience de la reliance à soi et après la reliance à l'autre, pour pouvoir permettre ces expansions sur différents plans. Mais la priorité, c'est ça, c'est se rappeler que nous sommes une essence, une âme incarnée dans un corps physique, que l'arbre est une âme, une essence incarnée dans un corps physique, que l'animal, une âme incarnée dans un corps physique, que la plante, voilà, que tous les organismes vivants qui nous entourent sont des âmes incarnées dans des corps physiques, et que c'est cette reliance d'âme à âme, de physicalité à physicalité, de cœur à cœur, qui va permettre cette communication, et en effet, comme tu le dis, les mots numériques viennent interférer notre quotidien aussi. Aujourd'hui, il y a quelques années, je sais pas, bon, tu es peut-être un petit peu trop jeune pour t'en rappeler, mais il y a quelques années, on parlait de j'imprime pour dire je me rappelle. Ah oui. J'imprime pour je me rappelle. Ça, c'était très années 90, on va dire, années 80-90. Aujourd'hui, on se connecte. Hein, je me connecte à la spiritualité de l'autre, mais en fait, et ça ne veut rien dire. Un truc qui se dit beaucoup, que moi j'ai vu arriver, j'étais étudiant, c'est de dire je suis en mode fatigué, ou je suis en mode énervé, ou je suis en mode... Mais depuis quand est-ce qu'on est en mode? C'est une machine qui a des modes de fonctionnement. Le mode veille, mode marche, mode... La machine a des modes, et l'humain se met à dire je suis en mode veille pour les gens qui sont absents. Mais merde, ça veut dire que on s'identifie nous-mêmes finalement à une machine, et finalement est en germe derrière cette novlangue le déploiement du transhumanisme, parce qu'on l'a déjà accepté, on se qualifie déjà nous-mêmes comme des machines. J'imprime, c'est vrai que c'est plus vieux, mais enfant, je l'ai entendu enfant. Pardon d'être un peu plus jeune. Non, mais je sais que ça parle aussi à d'autres. L'idée, encore une fois, n'est pas de dire zéro, de tirer à bout portant sur les notions d'électricité, sur les notions du numérique, parce que ce sont aussi devenus des outils. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de pouvoir être, déjà dans la conscience de qu'est-ce que ça génère, et ensuite de garder à l'idée que ce sont des outils. Et pour que ça reste des outils, en fait, il faut en être maître, et pas en devenir l'esclave. Et c'est vraiment là toute la dynamique entre la machine et l'outil. L'outil est au service de l'utilisateur. L'utilisateur est au service de la machine. Et dans l'industrie, typiquement, le passage des manufactures aux usines, dans la manufacture, il y a des artisans qui se sont regroupés, qui ont des outils, et ils sont maîtres de leurs outils, c'est eux qui décident de ce qu'ils font de leurs outils. Dans l'usine, l'opérateur, l'ouvrier, alimente la machine, et finalement c'est elle qui lui donne la cadence, c'est elle qui lui donne le rythme, et il est obligé de se soumettre à la cadence de la machine. Si elle est lente, il prend le temps. Si elle accélère, il faut qu'il court. Et c'est un peu ce que nous montrait déjà Chaplin dans les années 30. Et en fait, il faut pas. Alors je crois que c'est Jacques Ellul qui disait le problème c'est pas la technique, c'est la sacralisation de la technique. D'avoir mis le côté sacré derrière, parce que faut dire ce qui est. On voit aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec le numérique.
il y a un côté magique. Un côté apprenti sorcier. Non mais complètement. J'appuie sur un bouton, j'ai de la lumière. J'appuie sur un bouton, j'ai du chauffage, j'ai un café. J'ai même plus besoin d'appuyer sur un bouton. Et maintenant, j'ai même plus besoin d'appuyer, j'ai qu'à effleurer un écran et bientôt je pourrais déjà aujourd'hui je peux lui parler et bientôt je pourrais lui penser. Et là, on entre déjà dans la considération de la 6G qui est donc annoncée pour 2030 et qui est ce qu'on appelle maintenant l'IOBNT, l'Internet des corps et des nano-objets. L'idée étant de connecter l'esprit humain à la technologie numérique pour qu'il n'y ait plus besoin de passer par cet intermédiaire physique qui est le smartphone ou l'ordinateur. Ce qui ne veut pas dire qu'on se supprime de l'intermédiaire, parce que du coup, on va être de plus en plus dépendant du réseau, et donc des data centers et compagnie. Donc c'est encore pire. Mais finalement, tant que la technique reste un objet maîtrisable à notre service, qu'on utilise en conscience et dans la maîtrise, ça reste un outil. Dès lors qu'on perd le contrôle et que c'est la machine qui nous commande, typiquement, les gens n'arrivent pas à le visualiser, mais le smartphone, il est dans votre poche et c'est lui qui vibre pour vous dire il y a un truc qui se passe sur tel réseau social ou sur telle application ou sur, j'en sais rien, sur tel truc auquel tu as souscrit sur Internet. Et donc en fait c'est lui qui vous donne le rythme, c'est lui qui vous dit il se passe un truc, il faut que tu regardes. Et donc les gens regardent. Et donc c'est pas eux qui décident tiens il est 18h, je vais regarder mes mails ou je vais regarder mes applications, mes réseaux sociaux. C'est l'appareil qui leur dit regarde. Et puis qui les récompense d'avoir regardé parce qu'on sait que ça génère une sécrétion de dopamine qui est une hormone du plaisir. En fait, c'est une vraie drogue, ça devient une drogue. Donc l'analogie avec le tabac qu'on a fait tout à l'heure, elle est excellente. En plus de ça, l'industrie des télécoms se conseille auprès du même cabinet de conseil que l'industrie du tabac pour créer exactement la même stratégie du doute en publiant une nouvelle étude scientifique qui vient dire que c'est pas dangereux au moment où sort une étude scientifique qui dit que c'est dangereux, voire même en publiant deux quand il y en a une qui sort et qui montre que c'est dangereux. C'est la notion de distorsion, dissociation. Voilà. On dissocie la conscience pour pouvoir perdre la personne, pour que justement la réflexion soit le plus floue possible. Absolument. Et que l'on continue à avancer dans le brouillard. Et c'est ça qui reste au final avec toutes ces apologies derrière les intelligences artificielles. Aujourd'hui, on voit très bien que le mot dictionnaire n'existe plus dans les foyers. Déjà, l'objet lui-même existe de moins en moins, mais le mot dictionnaire existe de moins en moins. Ou pour des questions aussi anodines que faut-il mettre du sel dans la soupe ou y a-t-il de la vie sur Mars, on va se servir du smartphone et de l'application qui va nous permettre de connecter avec déjà la première intelligence artificielle qui est l'algorithme Google, mais après maintenant il y a ChatGPT, donc on va peut-être pas non plus faire le débat là-dessus. Je pense que tout le monde est plus ou moins informé derrière cette pseudo-intelligence. Oui, qui est une intelligence analytique finalement, c'est du calcul et la vraie question c'est qui nourrit cette intelligence-là, qui lui donne les informations qu'elle stocke et qu'elle est capable de restituer. Et donc, si c'est un outil, la question c'est qui en est le maître et donc de qui est-ce l'outil. Et là, il y a plein de noms qui pourraient sortir. Je pense que c'est pas important de pointer des noms, mais juste de voir que c'est clairement pas l'utilisateur qui est le maître de l'outil intelligence artificielle. Voilà, donc c'est quand même garder ce discernement, ça c'est ce qu'il dit prône à chaque fois finalement, c'est gardons ce discernement, gardons cette dimension humain-outil, et non, encore une fois, ça ne va pas nous faire repartir dans des périodes moyenâgeuses qui, encore, je le répète, j'invite chaque personne qui se pose cette question à aller creuser davantage dans les archives plutôt que dans des livres d'histoire. Pour pouvoir voir ce qui se passait réellement dans ces périodes-là, et c'est très loin d'être l'image enseignée de misère et de régression et de crasse. Ça en était très très loin. C'est les visiteurs quoi. Voilà, les gueux qui se traînent dans la boue. C'est un peu ça, c'est l'image archaïque aujourd'hui. C'est si t'as pas internet ou si t'as pas un smartphone, t'es le gueux qui se roue dans la fange et qui
qui mange les os un peu façon jacouille. Ouais. C'est la caricature. C'est la caricature, mais c'est la caricature collective. Mmh. C'est ça. On fait un petit aparté voiture hybride vite fait. Ouais, voiture électrique, hybride, oui, on peut. Alors, tout petit aparté vite fait. Parce que là, on est déjà pas mal long aussi. Ouais. Une voiture, ça rayonne des champs électromagnétiques, même quand ça n'est pas électrique ou hybride. En fait, faut savoir qu'il y a un alternateur qui recharge la batterie pour tout ce qui fonctionne avec de l'électricité sur les véhicules classiques, diesel ou essence. Alors, le champ électromagnétique d'un alternateur est pas énorme, hein. C'est pas considérable. Maintenant, les pneus des voitures sont magnétisés dans le roulement en fonction de la vitesse de roulement du fait de l'armature métallique qui est dans le pneu. Le simple fait de mettre en rotation une roue de voiture, ça génère un champ, donc un champ magnétique. Alors il y a la possibilité de démagnétiser les pneus, mais c'est pas très très répandu. On n'en trouve pas dans le lot, je crois pas qu'il y en ait des gens qui démagnétisent les pneus. Parce que c'est un équipement qui doit coûter très cher pour démagnétiser les pneus, donc la personne qui investira là-dessus doit être sûre d'avoir une rentabilité derrière, c'est-à-dire des clients potentiels. Oui. Voilà. Et faut-il encore que les clients soient conscients et au courant. Et puis ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change un pneu, comme on passe sur un nouveau pneu et que son process de fabrication a nécessité de magnétiser l'armature métallique, il faut le démagnétiser. On pourrait se poser la question de pourquoi les fabricants de pneus ne démagnétisent pas de manière systématique. On pourrait les inviter d'ailleurs à produire une gamme de pneus éco-magnétiques, je sais pas quoi, qui seraient démagnétisés juste avant la vente. Bon. Parce que ces questionnements sont valables sur toute l'industrie automobile. Oui, complètement. Okay. Complètement. Sur toutes les industries technologiques en général. Mais donc, les pneus déjà sont une source de rayonnement qui, en fonction des vitesses, peut avoir un impact. La fatigue au volant, on accuse toujours le fait d'être concentré, d'être attentif, mais en fait, il y a une part d'impact électromagnétique qui vient nous décharger en vitalité. Donc déjà les pneus. Mais alors maintenant qu'on est passé sur des véhicules hybrides, voire carrément 100% électriques, on est sur des batteries colossales avec une transformation du courant pour pouvoir faire tourner des moteurs électriques pour alimenter la voiture. Et là, on mesure des champs, je n'ai pas de valeur à donner, mais on mesure des champs conséquents, et on en parlait avant de faire cette émission. Plusieurs personnes témoignent des symptômes. Moi, j'ai pas eu l'occasion de tester de véhicules électriques et j'ai pas prévu de le faire. Donc, je peux pas en témoigner, mais des gens ont des symptômes d'être malade, d'avoir mal au cœur, d'avoir des nausées. Et moi, le témoignage qui m'a été rapporté sur une voiture électrique que je ne citerai pas, mais qu'importe, c'est à peu près toutes les mêmes, à la recharge de la batterie sur l'autoroute, la recharge rapide, la personne a vomi 2 fois. Une première fois, comme ça, elle n'a pas su ce qui lui arrivait, elle a vomi, elle s'est rétablie à l'extérieur du véhicule, elle est rentrée de nouveau dans son véhicule qui était encore en train de se charger, elle a revomi une seconde fois. Et finalement, elle n'est plus rentrée dans son véhicule jusqu'à ce que la charge soit terminée. Donc, finalement, avec des symptômes, et j'ai pas de valeur de mesure, mais j'ai pas appris ça par cœur, mais j'ai lu qu'il y avait effectivement des valeurs de champ conséquentes. On sait dire aujourd'hui qu'une voiture électrique, vendue comme étant un progrès technologique, protecteur de l'environnement, reste à savoir comment l'électricité est produite et comment on la stocke, parce que les batteries à fabriquer et à dépolluer derrière, c'est certainement pas écologique. Donc on nous fait croire que c'est vertueux et que c'est vert, alors que ça ne l'est pas du tout, mais passons, pour la biologie du conducteur et des passagers, c'est dangereux. Il faut éviter. De mon point de vue. On a aussi les vélos électriques. Les vélos, les trottinettes, maintenant c'est devenu... plus personne ne sait pédaler sans faire de vélo. Personne ne sait marcher. Voilà. Plus personne ne marche. Voilà. C'est ça. On voit de plus en plus de déplacements au point A au point B, des micro-déplacements avec des véhicules électriques, trottinettes, vélos. Se demander s'ils n'ont pas sorti les potins à roulettes électriques. Je sais pas. Ça nécessiterait peut-être le temps de les attacher et tout, c'est trop long. C'est très long. Ouais. Pas assez facile. On va revenir juste vite fait à tes ateliers. Est-ce que tu as des dates déjà placées ou est-ce que les gens font appel à toi?
Les gens font appel à moi. En fait, je planifie en fonction des demandes. Voilà, je les invite à me contacter pour ceux qui ne me connaissent pas via la plateforme LinkedIn, où j'ai un compte qui est public et les gens peuvent m'écrire librement. Voilà, tu pourras même mettre le lien en description de la vidéo. Oui, c'est vraiment la prochaine date, le prochain atelier que j'anime, c'est le 22 mars, mais c'est sur Figeac. Après, il reste encore des places, mais voilà, ça s'est fait avec un groupe de personnes et j'essaye de m'adapter aux différents groupes qui se créent, qui se proposent, qui se présentent à moi, qui ont un besoin, qui ressentent un besoin, parce qu'ils ont conscientisé que finalement leur environnement domestique était potentiellement impactant pour eux et qui veulent en avoir le cœur net et savoir comment modifier l'habitat et les habitudes pour vivre sereinement, prendre soin de soi, prendre soin de ses proches. Ce qui serait aussi intéressant, et peut-être dans un futur proche, je le souhaite, les entreprises pourraient faire appel à des approches comme celle-ci. Pourquoi pas, pour assainir le plus possible les environnements dans lesquels leurs salariés déploient leur journée. Ouais. Mais également les collectivités qui ont la responsabilité d'implantation de telle ou telle antenne, de tel ou tel champ photovoltaïque ou autre, et pour qu'il y ait une meilleure prise de conscience. Oui. Ce que je souhaite véritablement, c'est qu'il y ait cette interprétation et cette grande prise de conscience, j'irais dire, non pas de personnes convaincues, ou qui ont déjà malheureusement par le biais de symptômes un pied dedans, la fragilité, mais plutôt les personnes sceptiques, dubitatives, voire complètement obtus à tout cela, et la priorité, ça serait ça aussi. Ça serait de pouvoir être entendu et qu'il puisse y avoir un pas de fait dans ce sens-là. Ouais, tristement, pour que ça change, il faudrait que les industriels, qu'on puisse leur fournir une mesure de meilleur rendement de leurs employés dans un environnement moins électropollué. On rentrerait dans une logique capitaliste et de rendement, ce qui moi me déplairait grandement. Mais tristement, si un jour on ne parvient pas à fournir ce genre d'éléments-là, j'ai des doutes qu'ils y viennent. Et pour pouvoir fournir ce genre d'éléments, il faudrait qu'il y ait déjà un industriel, une entreprise qui décide de faire l'expérience finalement, de fournir, de garantir un environnement de travail qui soit sain et finalement qui puisse mesurer l'ambiance, l'état de santé de ses employés pour mesurer quelque chose en fait. Mais là, on se heurte quand même à quelque chose. J'accepte l'entretien et je suis content que tu me le proposes parce qu'on est là pour lancer des bouteilles à la mer, essayer que le message finisse par toucher quelques consciences. Mais typiquement, je le cite régulièrement, il y a eu ce cas avec un éleveur en Haute-Loire qui a eu des vaches qui sont décédées suite à un branchement d'antenne relais, qui a perdu très rapidement 40 vaches sur 200, ce qui est considérable, ce qui est énorme, qui a divisé par 3 la production de lait sur chaque animal encore vivant, et finalement la justice a reconnu qu'il y avait un effet potentiel de l'antenne et la justice a décidé qu'on débranche l'antenne pour une durée de 3 mois pour voir comment les vaches allaient mieux ou pas pendant ces 3 mois-là et qu'on rebranche. C'est ce que moi j'arrête pas de dire qu'il faut faire. Que tout le monde, toute personne qui a des symptômes, qui ne sait pas d'où ça vient, essaye de se mettre dans un environnement protégé pendant au moins une semaine, idéalement un mois, et ensuite tout rebrancher, revenir à l'avant, aux habitudes d'avant, pour vraiment mesurer si c'était vraiment ça qui faisait le mal. Et c'est ce que la justice, avec beaucoup de bon sens, avait décidé, et le Conseil d'État a annulé la décision de justice, interdisant le débranchement de l'antenne, même pour une période de 3 mois. Donc aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que on sait comment faire pour mesurer l'effet ou pas, le bénéfice finalement, parce que le risque, c'est bon, il faut arrêter de nous dire qu'il faut des chercheurs et des études scientifiques. On a déjà tout écrit, tout ce qu'il y avait à écrire depuis les années 70 jusqu'aux années 2020. On a déjà
une littérature scientifique qui est si consistante qu'aujourd'hui c'est de l'obscurantisme qui correspond à la caricature qu'on fait du Moyen-Âge dans les livres d'histoire, hein, de dire que ça n'est pas dangereux ou qu'on ne sait pas si c'est vraiment dangereux. C'est vraiment un dogme presque religieux et fanatique de dire ce genre d'ânerie. Mais aujourd'hui, faire la mesure du bénéfice d'un environnement sain, c'est délicat parce qu'on se heurte à une vraie volonté de ne pas ouvrir les yeux. Donc moi j'invite tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à ouvrir les yeux et à faire le test pour qu'on puisse mesurer vraiment le bénéfice sur des ampleurs, pas juste une famille qui a une maison biocompatible et qui vit mieux que la moyenne ou qui se sent mieux que dans son logement précédent et qui mesure son bénéfice individuel qui est trop peu de choses pour que ça soit significatif et parlant. Dans l'absolu, dans l'idéal, en effet, ça serait la meilleure chose à essayer de mettre en place rapidement parce que le temps, malheureusement, il s'écoule assez vite. Et de plus en plus d'antennes, de plus en plus de réseaux, de satellites s'installent. Je parle d'antennes par rapport aux écoles, aux médiathèques, aux infrastructures collectives, maisons de retraite, hôpitaux. Et souvent dans des lieux où les personnes sont déjà fragiles ou fragilisées. Il y a tous ces impacts complémentaires, supplémentaires qui se rajoutent à leur pathologie, à leurs symptômes. Et c'est vrai que quand on pense aux antennes sur les écoles, on arrive à se poser la question pourquoi. Moi, j'essaye de garder le bénéfice. J'essaye de garder finalement une innocence qui est forcée. Hein. J'assume qu'elle soit forcée. Finalement, un peu comme dans le scénario du film Don't Look Up avec DiCaprio, où peut-être, je dis bien peut-être, on a des décideurs que moi je qualifie dans mon livre non pas de maîtres du monde, mais de maîtres de la fin du monde, qui sont tellement abrutis par leurs croyances limitantes de modernité, de progrès et compagnie, qu'ils n'arrivent pas à conscientiser le fait qu'ils sont en train de provoquer une extinction de masse ou une fin du monde tel qu'on le connaissait. Peut-être. Mais effectivement, quand on voit les écoles, les hôpitaux avec des antennes à relais sur les toitures face à une cour de récréation, tout ça, on en vient finalement à penser qu'il doit y avoir une intention de nuire derrière, parce que c'est pas possible que ces gens-là, que l'ANSES, que la NFR en France, que l'État français tout court, ne soient pas conscients de la dangerosité des champs électromagnétiques basses et hautes fréquences. C'est impossible qu'ils ne soient pas au courant. Chez Orange, chez SFR, Bouygues, Free, nos 4 opérateurs français, c'est impossible que, au niveau des décideurs de ces grands groupes-là, il n'y ait pas une conscience des effets des outils qu'ils mettent dans les mains des populations. Le problème, c'est la population qui accepte et qui refuse d'aller chercher l'information. Mais ces gens-là, ils savent, c'est presque impossible qu'ils ne sachent pas. Donc, on peut se poser la question. On n'est pas là pour y répondre parce que malheureusement, on ne peut pas sonder les cœurs et les reins des décideurs. Moi, j'en sais rien ce qu'ils veulent faire. Nous sommes là que pour transmettre. Oui. Et partager. Personne n'est là pour dire à l'autre ce qu'il a à faire. Oui, bien sûr. C'est toujours en conscience absolue. Parler tout à l'heure de facilité. On est toujours dans cette notion humaine de facilité de tout, de cette omniprésence croissante de la facilité. De limiter le plus possible les actions pour gagner le plus possible de temps. Pour se faciliter, voilà, c'est toujours cette terminologie qui revient le plus en avant, c'est la facilité versus le côté moyenâgeux, c'est vraiment ces deux terminologies. Et moi j'aimerais opposer du coup cette aliénation de l'humain à la structure technoscientiste finalement, opposer cela à la souveraineté, on parle de conscience. Moi ce qui m'intéresse pour moi-même, c'est de ne pas dépendre de l'État, d'une multinationale. J'aspire à une certaine autonomie, de manière générale, mais dans ma conscience aussi, dans mon quotidien, je souhaite ne pas être dépendant, en fait. Je pense que c'est un souhait d'émancipation qui est naturel dans l'esprit humain et qui a fait se créer plein de courants de pensée à différentes époques.
Et en fait, on le retrouve toujours à la racine de pas mal d'idéologies, la souveraineté, pas forcément la souveraineté d'un État, la souveraineté de l'être, juste être souverain. Et être souverain, c'est être capable de se passer complètement de ces trucs-là, ou en tout cas de se passer de ce qui n'est pas nécessaire à la vie, à son développement personnel, et qui en plus vient nuire à sa santé. Je te remercie infiniment, Anthony. Ben, merci d'être venu. On est deux grands bavards. On est des bavards. On est des bavards. Hmm. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre de description sous la vidéo comme à chaque fois. Ouais. Donc je rappelle les ateliers d'hygiène électromagnétique que tu proposes. Il y a également ton livre Suicide connecté. Ouais. Et encore plein d'histoires à raconter, mais ça sera pour une autre fois. Pour une autre fois. Pour une autre fois. Merci infiniment, Anthony. Merci à toi. Merci à tous et à très vite. Au revoir.